Le premier roi démon a régné pendant 1000 ans avant d'être vaincu par une personne inconnue. Selon la rumeur, cela fait 7 jours que le roi a été remplacé. Mais avant que le nouveau roi démon ait pu établir son autorité, la maison royale a cherché des guerriers pour le vaincre. C'est ainsi qu'une nouvelle légende était sur le point de s'écrire à travers un jeune garçon nommé Hans. À la cité des Hermies, les guerriers se sont rassemblés. Un homme les informa que parmi eux tous, un seul guerrier serait choisi pour attaquer le roi démon, et que ce serait le dernier homme debout dans l'arène. Il a ensuite présenté les autres membres du groupe de héros, comme la meilleure archère, Akene, et le magicien Adim. Il a également ajouté qu'avec l'aide d'un guérisseur, ils obtiendraient l'honneur de tuer le roi démon. Par conséquent, il les a exhortés à se battre et à survivre jusqu'à la fin. À ce moment-là, Hans remarqua un vent puissant à côté de lui. Quand il a regardé, il a trouvé un chevalier rempli d'une immense puissance. En voyant cela, les gens à proximité sont devenus excités en voyant apparaître le commandant des chevaliers. De plus, ils ont aussi remarqué l'homme à côté de Hans. En levant les yeux, ils l'ont reconnu comme étant le maniaque de la guerre Bak avec 100 victoires, et il interpellait déjà Hans. Bak a alors demandé si Hans était venu par erreur et lui a dit de partir pour éviter de se blesser. Au même moment, le commandant des chevaliers a vu Hans comme un enfant et a remis en question sa vision de la fierté chevaleresque. Mais Hans s'est contenté de sourire et a répondu que la fierté d'un chevalier était d'amener des subordonnés dans un endroit où un seul guerrier pouvait survivre. En entendant cela, le commandant des chevaliers et Bak ont été clairement provoqués, alors ils ont attaqué Hans en même temps. Voyant cela, Hans se demanda brièvement si la situation était dangereuse. En pensant à cela, il a alors mis tout son poids dans ses pieds, mais la force de sa puissance a fait bouger le sol et a projeté les gens environnants dans les airs. Alors qu'il était projeté vers le haut, Bak et les autres furent remplis de peur face aux actions de Hans. Pendant ce temps, Hans a dégainé son épée et les a tous frappés d'un seul coup. Après cela, Bak et les autres gisaient inconscients sur le sol. Témoins de cela, Akene et son groupe étaient stupéfaits. Tout comme eux, les yeux du juge s'écarquillèrent également de choc. D'un autre côté, les spectateurs ont éclaté en acclamations et en louanges pour Hans. Suite à cela, le juge a immédiatement loué son talent et lui a demandé son nom. En réponse, Hans a déclaré que son nom était Hans. Sur ce, le juge le nomma avant-garde de l'équipe d'extermination du roi démon. Alors que tout le monde célébrait encore, quelqu'un observait depuis un bâtiment voisin. Alors que l'homme se tenait silencieusement près de la fenêtre, on lui a demandé son avis sur la performance de Hans. Il a alors répondu que Hans semblait utile et a décidé de l'envoyer. Plus tard, à l'entrée du château du démon, Hans et son groupe sont arrivés. En chemin, Hans a noté que les défenses étaient bien plus faibles qu'il ne l'avait imaginé. Car normalement, la forêt du roi démon était cachée par une barrière, pourtant Akene pense que le nouveau roi démon est incompétent. Ou peut-être qu'il avait utilisé toute sa puissance pour détrôner l'ancien roi démon. Néanmoins, Adim croyait que c'était en fait une chance, car il se serait peut-être perdu autrement. Soudain, Akene a crié que le guérisseur était lent et a dit qu'il devrait au moins savoir marcher. En entendant cela, Adim a deviné que leur guérisseur avait déjà peur et s'est demandé s'il avait choisi le mauvais. Cependant, Hans a rappelé à tout le monde que leur équipe avait besoin de lui, donc il ne devrait pas le traiter de cette façon. À ce moment-là, le guérisseur a soudainement halté. Remarquant cela, Adim s'est alarmé. Alors il a dit à la hâte à Hans de regarder derrière lui. En entendant cela, Hans s'est retourné sous le choc, mais le monstre était trop rapide et l'a frappé. Voyant cela, Adim a rapidement préparé sa magie du feu pendant que Akene préparait son arc. Pendant ce temps, le guérisseur se tenait simplement derrière eux, tremblant en tenant son livre. Remarquant cela, Adim l'a exhorté à leur donner un buff. Cependant, Hans leur a ordonné de ne pas perdre de temps et d'attaquer en premier. Même alors, le guérisseur est resté figé sur place. Ignorant cela, Adim a commencé à façonner sa magie et a fait signe à Akene. En réponse, Akene a tendu la corde de son arc et a décoché sa flèche. À ce moment, les flammes d'Adim ont enveloppé la flèche, et elle a volé droit dans le corps du monstre. Immédiatement après, Hans a dégainé son épée. Ce faisant, il a commencé à accumuler de la puissance. Après cela, il s'est précipité vers le monstre à une vitesse immense. En un instant, il l'a atteint. Alors il a renforcé son épée et a frappé avec une force écrasante. En conséquence, le corps du monstre s'est effrité facilement. Après cela, Hans s'est tourné vers son équipe avec l'intention de s'expliquer. Mais au lieu de cela, il a vu Adim confronter le guérisseur et lui demander pourquoi il n'avait rien fait. Adim lui a également rappelé qu'un guérisseur était censé donner des buffs pendant la bataille. Immédiatement, Hans est intervenu en disant que le guérisseur était seulement surpris, mais Adim a juré de s'occuper de lui à leur retour. Cependant, le guérisseur a soudainement commencé à rire, ce qui a dérouté Hans. Il les a ensuite ridiculisés pour avoir à peine vaincu un golem aussi faible sans recevoir de buff. En entendant cela, Akene l'a traité de fou et a dit que le golem était au moins de niveau 1 et a demandé s'il manquait de connaissances de base. En réponse, le guérisseur a ramassé une pierre et leur a demandé s'il était certain que c'était un golem de niveau 1. Il a ensuite souligné que ce qu'il avait réellement vaincu n'était que cette pierre.
En écoutant cela, Akene a demandé ce qu'il voulait dire. Le guérisseur a alors expliqué que donner la vie, augmenter la taille et renforcer la puissance étaient les buffs qu'il avait placés sur la pierre. Après cela, il a montré un énorme rocher à proximité et a demandé ce qui se passerait s'il y appliquait les mêmes buffs. En entendant cela, Adim et les autres sont devenus nerveux. Malgré cela, le guérisseur a procédé à lancer sa magie sur l'énorme rocher. Bientôt, une immense puissance l'a entouré. Voyant cela, Hans, Adim et Akene ont regardé, choqués. Peu de temps après, un golem imposant s'est élevé devant eux, et la terreur a envahi leurs expressions alors qu'ils lui faisaient face. À ce moment, le guérisseur a retiré sa capuche et les a regardés. Il a ensuite souri et a demandé de quel niveau était le golem maintenant. Tremblant, Adim a supplié pour sa vie, mais le golem l'a rapidement frappé. Immédiatement, l'impact a résonné bruyamment dans les environs. Pendant ce temps, les yeux de Hans se sont plissés de choc en réalisant à quel point le golem était proche de lui après avoir écrasé Adim. Pendant ce temps, le guérisseur a ordonné à sa servante bête d'ouvrir la porte, et elle a immédiatement obéi. Bientôt, un portail est apparu devant lui. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fallait faire de Hans, il a répondu que Hans n'avait rien à voir avec leur véritable objectif et devait être laissé derrière. Après cela, il est entré dans le portail. Une fois assis sur son trône, Beth a remarqué qu'il devait être fatigué. Ses yeux se sont alors baissés alors que Beth s'adressait à lui en l'appelant le roi démon Alan. Le souvenir des Alan a commencé le jour où son père est revenu de la guerre. Loué par le peuple, leur équipe est sortie du donjon, l'air propre et sans aucune blessure, à l'exception de son père qui marchait tout à l'arrière. Malgré cela, personne n'a montré de chagrin pour lui. Puis, dès l'âge de 12 ans, Alan est devenu guérisseur aux côtés d'une fille nommée Maddie. Après cela, il a été plus blessé par ses coéquipiers que par les monstres, mais il a enduré car c'était le seul travail pour nourrir sa famille. D'ailleurs, il semblait que Maddie travaillait aussi comme guérisseuse pour le bien de sa famille. À cause de cela, elle était toujours à ses côtés, et ensemble, ils se consolaient mutuellement et enduraient chaque jour qui passait. À un moment donné, le chef de leur groupe l'a confronté. Il a réprimandé Alan pour ne pas avoir utilisé ses buffs correctement. Il a affirmé que si Alan l'avait fait correctement, il n'aurait pas été blessé. Alan a alors dit qu'il avait donné tous les buffs et qu'il maintenait la barrière. Mais au lieu de l'écouter, le chef l'a frappé. Il s'est moqué d'Alan pour avoir répondu et a demandé s'il se croyait son égal juste parce qu'il était dans l'équipe. Il a également dit que si les buffs étaient tout ce que Alan pouvait faire, il devrait les faire correctement ou bien le défier. En entendant cela, Alan le fixa avec des yeux meurtriers. Le chef a alors répondu en lui donnant un coup de pied. Ce faisant, il le réprimande pour avoir osé le regarder de cette façon. Il a ensuite continué à frapper Alan en criant que son maître lui parlait. Il a même déclaré qu'un chien qui mord son maître devrait être tué. Cependant, quelqu'un a soudainement attrapé sa main. Quand l'agression a cessé, Alan était confus, mais il a vu Maddie s'avancer et s'excuser auprès du chef tout en promettant qu'il ferait mieux la prochaine fois. Elle a également continué à tenir son point même si elle avait l'air terrifiée. Voyant cela, le chef a souri et a demandé si elle le pensait vraiment. Il a alors attrapé sa main et a exigé qu'elle s'excuse à la place des Alan. Après cela, il l'a entraîné malgré ses supplications. Voyant cela, Alan a crié de panique et a essayé de l'arrêter. Mais l'archer a bandé son arc et lui a ordonné de ne pas bouger. On lui a également rappelé que les guérisseurs ne pouvaient pas blesser les guerriers et que le chef pouvait le tuer au moindre faux pas. Alors que la flèche était pointée sur lui, Alan a réalisé à quel point les guérisseurs pouvaient être tués facilement, mais il a aussi réalisé ce qui arriverait à Maddie. Alors il s'est précipité pour la sauver. Mais avant de pouvoir l'atteindre, il s'est soudainement arrêté parce que Maddie l'a regardé avec un sourire comme pour le rassurer. Après cela, elle a suivi le chef. Par conséquent, Alan a été laissé tout seul. Le lendemain, Alan est resté dehors sans dormir. Soudain, il a remarqué un mouvement et s'est tourné dans cette direction. En voyant les autres, il a immédiatement appelé le nom de Maddie, mais le chef a simplement demandé pourquoi il était encore là. Ignorant cela, Alan a exigé de savoir où était Maddie. Le chef s'est alors excusé nonchalamment. Il a expliqué qu'elle avait trop résisté, alors il l'a frappée une fois, et elle est morte. En entendant cela, Alan a été frappé d'incrédulité. Pendant ce temps, la mage à côté du chef lui a chuchoté quelque chose. Ensuite, le chef a informé Alan qu'il avait été expulsé de l'équipe et qu'il chercherait un autre guérisseur. En partant, le chef s'est moqué en disant que Alan et Maddie avaient échoué même ensemble, donc il ne se souciait plus des Alan. Pendant ce temps, Alan s'est effondré en larmes et les a maudits. Alors que ses larmes tombaient sur le sol, le sang a suivi et il n'a pas pu s'empêcher de les traiter de meurtriers. Avec des mains tremblantes, il a serré les poings et s'est mordu les lèvres très fort. Mais maintenant, il est déterminé, et il a juré de les tuer. À l'époque, Alan et Maddie regardaient toujours le ciel nocturne ensemble. Ce faisant, Alan commentait souvent à quel point c'était beau. Il a même dit qu'il serait heureux de regarder le ciel avec elle pour le reste de sa vie. En réponse, Maddie a dit qu'elle ressentait la même chose. Cependant, elle s'est soudainement arrêtée,
et son visage s'est transformé en os alors qu'elle le regardait et lui demandait pourquoi il ne l'avait pas sauvé. En entendant cela, Alan s'est rapidement réveillé de son sommeil. Sur ce, il a commencé à reprendre son souffle, mais son corps tremblait aussi de manière incontrôlable, et tout ce qu'il pouvait faire était de baisser la tête de désespoir. Ensuite, il s'est plongé dans la recherche. Il ne savait plus comment il mangeait ou dormait, car tout ce qu'il faisait était de continuer ses études. Chaque fois qu'il s'arrêtait, le cauchemar revenait, alors il s'est forcé à continuer jusqu'à ce qu'il perde finalement la raison. C'est ainsi que 5 années ont passé et ses recherches ont finalement été terminées. Après cela, la soif de vengeance a rempli son esprit. À cause de cela, il a décidé d'ouvrir enfin sa porte. Soudain, quelqu'un lui a demandé où il allait, et cette personne était Maddie. Il lui a alors dit d'attendre parce qu'il avait trouvé un moyen de se venger et de la ressusciter. Cependant, elle l'a averti qu'il pourrait mourir s'il y allait. Malgré cela, il n'a pas répondu et a continué d'avancer, sachant qu'il n'avait plus le choix maintenant qu'il avait trouvé un moyen de la ressusciter. Peu de temps après, il a atteint le domaine du roi démon. Là, quelqu'un est apparu devant lui, et c'était le roi démon se tenant au sommet de son château. Le roi démon est immédiatement descendu. En même temps, il a noté que Alan était le premier à venir seul et l'a qualifié de courageux. Cependant, Alan a remis en question cette affirmation. Il a alors immédiatement commencé à libérer sa magie. À cet instant, un cercle magique massif s'est formé sur le sol. Voyant cela, le roi démon est devenu intrigué. Soudain, une main de squelette a émergé du sol, suivie d'un crâne qui le fixait avec des yeux meurtriers. Au même moment, d'autres squelettes sont apparus autour d'Alan alors qu'il déclarait qu'il n'était pas seul. Voyant cela, les yeux du roi démon se sont illuminés, et il a déclaré que cela devenait intéressant. Un des squelettes l'a alors immédiatement attaqué, mais il a facilement attrapé sa tête et l'a écrasé. Suite à cela, un autre squelette s'est précipité d'en bas et a balancé son épée, mais le roi démon l'a tranché avec son bras. D'un seul mouvement de la main, il a réussi à frapper les squelettes environnants et ils ont été soudainement coupés en deux. Après cela, leurs corps sont tombés au sol. Pourtant, d'autres squelettes continuaient de s'approcher. Alors le roi démon a utilisé sa vitesse. Avec cela, il a réussi à les atteindre en un instant, où il les a abattus, les forçant au sol, et les décapitant un par un. Malgré cela, les squelettes restants se sont précipités vers lui ensemble, et tous en même temps, ils l'ont encerclé. Après quoi, ils ont commencé à s'entasser sur lui. Observant cela, Alan a déclaré qu'il n'y aurait pas de fin à cela, car toutes les personnes que le roi démon avait tuées continueraient de venir pour lui. Cependant, le monticule de squelettes entassés a soudainement commencé à briller. En voyant cela, Alan était clairement choqué. À ce moment, une lumière puissante a jailli en direction du roi démon. La force était si forte que Alan a levé les bras pour se protéger du vent déchaîné. Quelques instants plus tard, le roi démon a émergé de la lumière, déclarant que ce n'était encore que le pouvoir d'un seul humain. Sur ce, il a demandé si Alan croyait vraiment que quelque chose comme ça pourrait fonctionner contre lui. En entendant cela, Alan est devenu encore plus surpris. Néanmoins, il a sorti son livre et a commencé à dessiner un autre cercle magique. Avec cela, il a réussi à invoquer un autre squelette. Après cela, il a attaché plusieurs roches au squelette, et bientôt ses mains et son visage se sont durcis. Avec cela, il a réussi à créer un golem. Voyant que Alan avait utilisé un squelette comme structure du golem, le roi démon a quand même insisté sur le fait que ce n'était qu'une pierre. Cependant, le golem a commencé à bouger, tandis que Alan demandait s'il en était vraiment certain. Après cela, le golem s'est précipité vers le roi démon. En un instant, le golem a comblé la distance. Il a alors levé son bras pour frapper, mais le roi démon a bloqué l'attaque et a étudié comment Alan utilisait la propulsion avec le terrain volcanique. Ignorant cela, le golem a frappé à nouveau. Cette fois, il réussit à frapper le roi démon et le projette en l'air sous la force. Malgré cela, le roi démon n'a pas pu s'empêcher de trouver ça amusant. Le golem s'est alors tourné dans sa direction et s'est précipité vers lui une fois de plus. Quand la distance s'est réduite, tous deux se sont préparés à frapper. Le roi démon a attrapé le coup de poing du golem en saisissant son poing et a riposté avec un coup puissant de sa part. Il a ensuite continué à donner des coups de poing, laissant le golem incapable de riposter. Pendant ce temps, Alan regardait silencieusement la bataille se dérouler, mais la vitesse du roi démon a laissé de multiples cratères dans le sol. Quoi qu'il en soit, le roi démon s'est précipité en avant, et il a enfoncé sans relâche son genou dans l'estomac du golem. Par conséquent, l'impact a fait chanceler le golem de douleur. Mais le roi démon n'a pas perdu de temps et a levé la main pour frapper à nouveau. Ainsi, la force du coup a projeté le golem vers le bas et l'a écrasé au sol. Il a alors levé sa main une fois de plus et a commencé à y rassembler de la puissance. Voyant cela, le golem ne put que regarder la lumière des attaques envelopper son corps. Pourtant, le roi démon refusa de s'arrêter. À cause de la force écrasante, Alan fut forcé de se protéger avec une barrière. Soudain, le roi démon se précipita vers lui. Il donna alors un coup de poing à la barrière, qui se brisa instantanément, laissant Alan momentanément stupéfait. Après cela,
le roi démon s'approcha de lui et déclara que ce n'était pas suffisant. En réponse, Alan demanda calmement s'il en était certain. Il révéla alors que c'était la raison même pour laquelle il avait créé plus de golems. Bientôt, toute la zone fut remplie de fumée. Quand elle se dissipa, le roi démon se tenait là, haletant. Malgré tout, il sortit victorieux après avoir vaincu chaque golem. Il déclara alors que son corps se sentait léger et que personne ne l'avait fait se battre aussi durement au cours des 1000 dernières années. Il exprima même sa gratitude de lui avoir rappelé sa propre force. Cependant, Alan fit remarquer que quelque chose semblait étrange, ce qui fit que le roi démon se retourna vers le château. Là, il vit Alan révéler que la bataille n'avait pas été facile, puisque le roi démon ne l'avait jamais remarqué entrer dans le château. Enragé, le roi démon commença à le maudire. Il prétendit alors qu'il n'avait fait que jouer le jeu, mais que Alan avait dépassé les bornes. Il déclara donc que Alan paierait de sa vie pour être entré dans son château. Mais Alan demanda calmement ce qu'il voulait dire par jouer le jeu et s'il croyait vraiment avoir été celui qui contrôlait la situation. En entendant cela, le roi démon fut sous le choc. À ce moment-là, Alan leva le bras. Aussitôt, il invoqua un autre cercle magique. En conséquence, le corps du roi démon commença à geler. Remarquant cela, le roi démon s'alarma. Alan s'approcha alors de lui et demanda s'il souhaitait savoir pourquoi son corps se sentait si léger ce jour-là. Il révéla alors que pendant la bataille avec ses créations, il avait donné un buff au roi démon pour qu'il soit un adversaire à sa hauteur. Ce n'était donc pas le roi démon qui avait joué le jeu, mais Alan depuis le début. Mais maintenant qu'il s'était bien amusé, il avait l'intention de faire les choses correctement. Alors il tendit la main et toucha le corps du roi démon, puis il lui fit tranquillement ses adieux. De retour au présent dans le château du roi démon, quelqu'un appelant Alan résonna dans les couloirs. En entrant dans la chambre du roi démon, le serviteur vit Alan assis sur son trône, le fixant en silence. Le hibou l'informa alors immédiatement qu'il avait enfin trouvé quelque chose. Il déclara qu'il connaissait maintenant l'emplacement des 3 aventuriers. En entendant cela, les yeux des Alan se plissèrent. Il y a 1000 ans, la nouvelle royauté a créé une loi concernant les guérisseurs. Les guérisseurs étaient tenus d'appliquer des buffs sur leurs alliés, des debuffs sur leurs ennemis, et il leur était interdit de lancer des buffs sur eux-mêmes. En apparence, la loi prétendait montrer la valeur illimitée du soutien d'un guérisseur, mais en vérité, elle venait de l'envie. À cause de la punition sévère imposée à ceux qui désobéissaient, les guérisseurs étaient forcés de s'y conformer. Après cela, les guérisseurs de haut rang restèrent à l'écart du champ de bataille et se concentrèrent sur la fabrication de potions de soins et de buffs pour les aventuriers. En conséquence, les guérisseurs de bas rang étaient traités comme des objets jetables valant moins que des potions. Alors que Alan réfléchissait à cela, le hibou le ramena à la réalité en lui demandant s'il écoutait. Le hibou répéta alors qu'il avait localisé les personnes dont Alan cherchait à se venger. Alan répondit donc qu'il avait écouté et qu'il était seulement perdu dans ses pensées. En entendant cela, le hibou continua son rapport. Il parla d'abord de l'archer nommé Jude. Il déclara que Jude avait formé une nouvelle équipe et était actuellement en quête. Ensuite, il y avait la magicienne nommée Bibi, qui était devenue commandante magique dans un château avec environ 30 sorciers d'élite. Le dernier était Basque, qui était devenu le chef d'une guilde composée de 50 guerriers. En entendant cela, Alan garda le silence. Peu de temps après, il invoqua Beth, Killis et Locke. En un instant, les 3 apparurent à côté du hibou. Alors que Alan leur ordonnait de capturer les 3 aventuriers, le hibou se demanda nerveusement quand ils étaient arrivés derrière lui. Pendant ce temps, Alan ajouta qu'il se fichait des sacrifices consentis tant que les guérisseurs n'étaient pas impliqués. Après avoir dit cela, il leva la potion dans sa main et la projeta au sol. Avec une froide détermination, il leur ordonna de mettre ces 3-là à genoux devant lui avant la tombée de la nuit. En recevant l'ordre, tous les 3 répondirent sans hésitation. Plus tard au village de Laxal, le groupe de Jude dit que le combat avec le dragon était dur, mais que la paix en valait la peine. Ensuite, ils parlèrent de boire, et l'un se moqua de l'autre pour ne jamais sauter un jour. Pendant que les deux continuaient de se chamailler à ce sujet, Jude remarqua soudainement quelqu'un qui l'observait depuis la ruelle. Sentant le danger, il se tourna rapidement pour regarder dans cette direction. Cependant, il n'y avait personne. Malgré tout, il sortit son arc et le pointa vers la ruelle. Voyant cela, ses compagnons demandèrent précipitamment ce qui n'allait pas. Les ignorant, Jude ordonna à la personne cachée de sortir, car son aura meurtrière ne pouvait être dissimulée. Immédiatement, elle sortit en disant que Jude méritait sa réputation de meilleur archer et que, puisqu'elle avait été découverte, elle devait se montrer. En entendant cela, Jude et les autres furent stupéfaits. La femme se présenta alors comme étant Beth, une subordonnée du roi démon, et leur dit que le roi démon souhaitait voir Jude. Sur ce, elle l'exhorta à ne pas résister et à simplement mourir. Pendant ce temps, dans un certain château, quelqu'un se précipita pour informer Bibi que leur barrière magique avait été percée. Apprenant que sa barrière était brisée, elle ne pouvait pas le croire et mit en doute la puissance de l'armée ennemie. Cependant, son subordonné l'informa avec hésitation que ce n'était pas une armée. En entendant cela, elle se tourna vers lui avec un air interrogateur. À l'extérieur du château,
l'intrus était déjà arrivé, et c'était Kilis, qui était aussi un subordonné du roi démon et qui était venu seul. Pendant ce temps, à l'entrée de la base de la guilde basque, les gardes se plaignaient d'être toujours de faction alors que rien ne se passait, et un autre était d'accord. Soudain, ce même garde remarqua quelque chose qui approchait. En entendant cela, l'autre se tourna dans cette direction, confus. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, une puissante attaque les frappa. La force de l'impact fit sauter les portes de la base et surprit tout le monde à l'intérieur. Immédiatement, les guerriers se tournèrent vers l'entrée, alarmés. Au même moment, le subordonné de Basque ordonna immédiatement à tout le monde de se préparer au combat. Les guerriers levèrent donc rapidement leurs épées. Ils attendirent ensuite que l'intrus bouge. Cependant, ils ne furent accueillis que par le silence. Mais sans avertissement, une main sortit soudainement de la fumée. Elle attrapa la tête d'un guerrier voisin et le traîna à l'intérieur de la fumée. Les seuls sons qui suivirent furent donc ces cris. Ils entendirent aussi des appels à l'aide désespérés, mais aucun des autres n'osa bouger. Quelques instants plus tard, quelque chose sortit de la fumée et frappa le pied d'un autre guerrier. Quand il baissa les yeux, il vit que c'était la tête coupée de son camarade. Peu après, ils entendirent l'intrus annoncer sa présence d'un ton moqueur. Quand ils levèrent les yeux, ils virent une main tachée de sang, et devant eux se tenait Locke, un subordonné du roi démon. Sans plus tarder, Locke demanda si Basque était présent. Il regarda ensuite vers le trône et demanda si c'était lui, Basque. En réponse, Basque dit qu'il était entré par effraction juste pour lui, donc il devait déjà savoir qui il était. Sur ce, Locke déclara qu'il avait reçu l'ordre de capturer Basque vivant. En entendant cela, Basque demanda s'il pensait vraiment que c'était possible. Immédiatement, Locke passa à l'action et se précipita vers lui en déclarant qu'il pouvait certainement l'accomplir. Cependant, le vice-capitaine de Basque intervint pour s'interposer. Le vice-capitaine déclara alors que Locke ne s'approcherait pas de leur capitaine. En réponse, Locke le traita d'insignifiant et lui ordonna de s'écarter. Sur ce, il plongea ses mains directement dans le corps du vice-capitaine. Voyant cela, le vice-capitaine se figea de stupeur. Au même moment, les autres guerriers ne purent cacher leur inquiétude pour lui. Pendant ce temps, Basque brûlait de fureur à cette vue, alors il se leva et traita Locke de salaud. Voyant cela, Locke jeta nonchalamment le vice-capitaine de côté. Au même moment, Basque abattit son épée sur Locke, mais Locke para l'attaque avec ses bras nus. Pourtant, l'impact fut si puissant qu'il secoua les environs. En voyant cela, les guerriers voisins s'émerveillèrent de la force de leur capitaine, qui était clairement à un tout autre niveau que le reste d'entre eux. Basque continua alors à brandir son épée et à poursuivre son attaque, tandis que Locke bloquait et déviait chaque coup avec ses bras nus. Pourtant, Basque chargea sans relâche, alors Locke esquiva son coup. À ce moment-là, il trouva une ouverture pour riposter. Remarquant cela, Basque esquiva précipitamment, mais il reçut tout de même une coupure au visage. Après cela, Locke attaqua sans pitié. À un moment donné, il leva sa jambe et donna un coup de pied directement à la mâchoire de Basque. En conséquence, le coup laissa Basque momentanément inconscient. Malgré tout, Locke ne s'arrêta pas et pivota son corps pour un autre coup. Cette fois, il visa la poitrine de Basque. D'un seul coup de pied, l'armure de Basque vola en éclats, et il fut projeté en arrière par l'impact tout en luttant pour reprendre son souffle. Voyant cela, Locke demanda si Basque était déjà fatigué, car il aurait voulu profiter du combat plus longtemps. Mais comme il devait rentrer bientôt, il décida qu'il était temps de se battre sérieusement. En apprenant qu'il ne s'était pas battu sérieusement, les guerriers furent choqués et s'interrogèrent sur sa véritable force. De son côté, Basque ordonna à Locke d'arrêter de bluffer. Mais Locke lui demanda s'il croyait vraiment que c'était du bluff. Il fit alors sortir un liquide noir de ses veines et le façonna en une arme solide. Avec une faux sombre dans ses mains, il déclara que le bluff n'était que pour les faibles. Après cela, il défia Basque de l'attaquer. En entendant cela, Basque devint encore plus en colère. En un instant, il se déplaça à une vitesse incroyable, ce qui fit sourire Locke. Il leva alors sa faux en avant, tandis que Basque se précipitait vers lui avec son épée. Soudain, Basque sauta dans les airs et attaqua par le dessus. À cet instant, une lumière immense inonda les environs et atteignit même les portes extérieures. Après un moment, la lumière se dissipa en une épaisse fumée. À l'intérieur de la base, l'air était rempli de fumée, et les corps blessés des guerriers gisaient éparpillés sur le sol. Pourtant, une silhouette restait agenouillée au milieu de la brume. C'était Basque, mais il était maintenant grièvement blessé, son épée brisée. Voyant cela, Locke fit remarquer qu'il avait fait une erreur en contrôlant sa puissance. Sur ce, il demanda d'un ton moqueur si Basque était toujours en vie. Ignorant cela, Basque demanda qui avait envoyé quelqu'un comme lui. Soudain, son expression se tordit de surprise lorsque Locke le frappa à l'estomac et l'assomma. Après cela, Locke lui dit qu'il verrait bientôt cette personne. Ensuite, Basque ouvrit enfin les yeux et vit un endroit inconnu, alors il commença à se demander où il était. Soudain, il remarqua qu'il était entouré par les subordonnés du roi démon. À ce moment-là, Bibi remarqua qu'il s'était réveillé et commença à demander dans quelle situation il se trouvait maintenant. La voyant, il commença à demander pourquoi ils étaient là.
Jude demanda alors quels ennuis Basque avait causé pour leur infliger cela, mais Basque dit qu'il avait seulement perdu contre un inconnu. En entendant cela, Kilis dit que le roi démon avait ordonné qu'on les amène ici, et il semblait qu'il l'avait mis en colère. Cependant, Jude dit qu'il ne s'était jamais approché du château du démon, et Basque demanda s'il s'était trompé de personne. Après cela, il dit à Bibi de retirer la magie pour qu'il puisse tuer leur ravisseur, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas. En entendant cela, Locke demanda s'il était courageux ou stupide de riposter après avoir été si violemment battu. Cependant, Beth ordonna à tout le monde de se taire car le roi démon arrivait. À cet instant, Alan apparut d'un portail. Il en sortit ensuite et s'approcha lentement de Basque. Après cela, il dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. En entendant cela, Basque et les autres furent choqués. Basque cria alors avec incrédulité et demanda si Alan était vraiment le roi démon. Pensant que c'était une blague, il se mit à rire et se demanda si c'était une sorte de comédie. Alors qu'il continuait à traiter Alan de chien, Beth écoutait silencieusement ses paroles. Furieuse de ces insultes, elle serra les dents et taillada immédiatement la bouche de Basque. En conséquence, sa langue fut blessée et ses dents tombèrent au sol. Voyant Basque dans cet état, Jude et Bibi tremblèrent de peur. Tandis que Beth était toujours furieuse, Alan fit remarquer que Basque était lent à comprendre la situation. Mettant cela de côté, il s'approcha d'eux et déclara qu'il allait maintenant expliquer pourquoi ils étaient là. Il révéla qu'il se trouvait au dernier étage du château du roi démon où existait un cercle magique légendaire. Il se tourna ensuite vers Bibi et dit qu'elle devait le connaître, car tous les étudiants en magie en avaient entendu parler une fois. En entendant cela, elle comprit rapidement ce qu'il voulait dire. Il confirma alors qu'il s'agissait d'un cercle magique capable de ressusciter les morts. En ce lieu, il utiliserait l'énergie vitale de ceux qui avaient tué Maddie. Et avec cela, il déclara qu'il la ressusciterait. En entendant cela, Basque tenta désespérément de l'arrêter. Cependant, Alan l'ignora et activa le cercle magique. Instantanément, ils furent tous les trois entourés par le motif lumineux sur le sol. La puissance écrasante s'abattit sur eux d'un seul coup. Bibi cria de douleur alors que son énergie vitale était drainée de son corps. Jude souffrit également d'une douleur immense alors que son visage commençait à vieillir visiblement. Pendant ce temps, Alan se contenta de les regarder et continua de sourire tandis que leurs cris résonnaient dans la chambre. À ce moment-là, Basque regarda Alan et tenta de crier quelque chose. Cependant, son corps fut bientôt enveloppé de lumière, et il disparut finalement. Le château du roi démon fut alors rempli d'un éclat immense provenant du cercle magique. Alors qu'une épaisse fumée emplissait les environs, Alan appela le nom de Maddie. Peu de temps après, la fumée se dissipa lentement au niveau de l'hôtel. Cependant, seuls des squelettes apparurent à sa place. Voyant cela, Alan se figea de stupeur. Incrédule, il se demanda pourquoi le résultat avait été celui-là. Après tout, il croyait qu'il n'y avait rien de mal avec la magie elle-même. Cependant, il se souvint soudain des mots que Basque avait tenté de crier plus tôt. Il se souvint d'avoir entendu le nom de Maddie et le mot vivante. De ces mots faibles et indistincts, il réalisa que Basque avait essayé de dire que Maddie était toujours en vie. Comprenant cela, il fut complètement sous le choc. Au même moment, dans un manoir lointain, une jeune fille se tenait tranquillement sur un balcon, mais cette fille n'était autre que Maddie, qui était en effet toujours en vie. Quelques jours plus tard, Kilis fut envoyé à l'extérieur. Pendant sa mission, il remarqua quelque chose à proximité. Là, il vit un village voisin en train de brûler. Curieux, il se téléporta rapidement de la pierre où il se reposait. Au village, un groupe de soldats avait reçu l'ordre de capturer les elfes et de tuer quiconque résisterait. En recevant l'ordre, les soldats se précipitèrent en avant. Voyant cela, les elfes commencèrent à fuir. Mais l'un d'eux fut rapidement touché par une flèche, et bientôt d'autres corps tombèrent sans vie au sol. Au même moment, les elfes qui ne résistaient pas furent capturés, tandis que ceux qui résistaient étaient impitoyablement massacrés. Soudain, un enfant parmi eux cria aux soldats de lui rendre ses parents, mais ils refusèrent d'écouter, alors il cria de nouveau plus fort. Agacé par cela, un soldat s'est précipité vers l'enfant en déclarant qu'il ne montrerait aucune pitié, même envers un enfant. Alors que la lance atteignait l'enfant, celui-ci ferma les yeux de peur, mais ne sentant aucune douleur, il les rouvrit. En levant les yeux, il vit que la lance avait été arrêtée par une autre main. Le soldat regarda aussi et vit un monstre se tenant devant lui. Surpris par cela, il recula précipitamment. À ce moment-là, Kilis apparut et demanda pourquoi il faisait cela. Le soldat réalisa alors rapidement qu'il était un démon, mais une voix derrière lui commença à demander qui était Kilis. Il se retourna donc et vit que c'étaient ses camarades. Kilis déclara alors qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Il demanda donc que les elfes soient libérés, car ils ne souhaitaient pas se battre. Cependant, le capitaine dit que leur armée ne repartirait pas les mains vides et ordonna à Kili de partir. Soudain, Beth apparut et demanda ce qui se passait. Elle rappela ensuite à Kili que le roi démon cherchait Métis et qu'il pourrait bientôt avoir besoin de lui. Cependant, en entendant la mention du roi démon, le capitaine fut stupéfait. Kilis dit alors à Beth qu'il souhaitait résoudre la situation et lui demanda son aide, ce à quoi elle répondit qu'il était trop tendre. Immédiatement après,
le capitaine ordonna aux soldats de les tuer tous les deux. Les soldats chargèrent alors, mais Beth se déplaçait à la vitesse de la lumière, alors elle leur fit rapidement face. Elle était si rapide qu'aucune de leurs attaques ne pouvait l'atteindre. Avec une précision sans effort, elle pointa un soldat du doigt et lui ordonna de dormir. En conséquence, il s'effondra instantanément. Elle se précipita ensuite à travers le reste des soldats et les frappa un par un. Quand elle cessa enfin de bouger, les soldats qu'elle avait touchés étaient laissés dans un état second. Peu de temps après, ils perdirent connaissance. Ainsi, ils gisaient éparpillés sur le sol. Témoin de cela, le capitaine devint hésitant. Pendant ce temps, Killis ressentit une pointe de jalousie en voyant avec quelle facilité Beth avait vaincu l'ennemi sans prendre de vie. Il serra alors la poignée de son arme et se demanda s'il devait faire de même. De retour au château, Alan convoqua Locke. En réponse, Locke lui demanda ce qu'il y avait, alors il lui demanda quel genre de personnalité avait Killis. Locke dit alors que Killis souriait toujours et partageait rarement ses vraies pensées, donc il est difficile à cerner. Après avoir entendu cela, Alan l'interrogea sur la force de Killis par rapport à celle de Locke. Locke répondit qu'il pourrait mettre Killis en pièces s'il parvenait à mettre la main sur lui. De retour au village, Killis lève son bâton et active la magie de son arme. Bientôt, d'autres monstres commencèrent à émerger. Face à cela, le capitaine et les soldats restants restèrent silencieux devant ce spectacle terrifiant. Au même moment, Locke se mit à réfléchir plus prudemment à Killis et au fait que lui mettre la main dessus ne serait pas facile avec une armée de monstres sous ses ordres. Immédiatement, les monstres commencèrent à combattre les soldats, tandis que l'un d'eux restait près de l'enfant elfe. Alors qu'il se tournait vers l'enfant, le garçon se figea de stupeur, mais il réussit à esquisser un doux sourire. Par conséquent, cela laissa le monstre abasourdi. Pendant ce temps, les monstres se précipitèrent, et l'un d'eux s'empara facilement d'un des soldats. Il le projeta ensuite en avant, tandis qu'un autre monstre sauta en l'air et frappa le soldat en plein vol. En conséquence, il perdit connaissance sous l'impact. Après avoir maîtrisé l'ennemi, le monstre se tourna vers un autre soldat à proximité. Le monstre disparut alors de la vue du soldat et apparut devant lui. Il tenta alors de frapper avec sa queue, mais Killis l'avertit de ne pas tuer. L'attaque s'arrêta donc instantanément, laissant le soldat s'effondrer de peur. Voyant cela, Beth rappela à Killis que la bataille ne finirait jamais s'il refusait de tuer. Elle l'accusa également d'être trop tendre, et tout ce qu'il put faire en réponse fut de s'excuser. Pendant ce temps, le capitaine saisit son épée et réprimanda ses subordonnés pour avoir échoué face à des démons de bas niveau. En entendant cela, Killis s'alarma. Le capitaine chargea alors son épée en puissance et se prépara à frapper. Killis ordonna donc à ses monstres d'esquiver, mais le capitaine se déplaça rapidement et tailla à travers les monstres devant lui. Après cela, sa lame fut trempée de leur sang. Pourtant, il frappa de nouveau sans hésiter en déclarant qu'il les détruirait tous ici. Enragé, Killis serra plus fort son bâton. Il réalisa alors que les mots ne suffiraient plus. Il activa donc son bâton une fois de plus et invoqua un cercle magique beaucoup plus grand. Cette vue surprit le capitaine, mais les environs restèrent silencieux. Il crut donc qu'il ne s'était rien passé. Mais l'instant d'après, quelque chose le frappa au visage. Suite à cela, son corps fut projeté en l'air par un bras massif sorti de nulle part qui le frappa. Avant qu'il ne puisse se remettre, une autre main apparut sous lui. Il fut de nouveau frappé et projeté une fois de plus. À cause de cela, du sang sortait de sa bouche. Soudain, un portail s'ouvrit devant lui d'où un pied massif émergea et l'écrasa au sol. L'impact fut si violent que Beth et les soldats restants furent forcés de se protéger du vent rugissant. Après un instant, la fumée autour du pied écrasant commença à se dissiper, mais le sol continuait de trembler. Sous le pied, le capitaine repoussa le pied massif vers le haut tout en demandant à Killis s'il pensait qu'il allait perdre, surtout contre un simple démon comme lui. Avec une poussée de force, il repoussa le pied et s'en échappa rapidement. Il chargea alors vers Killis, décidant que le combat à longue distance était trop dangereux car les attaques pouvaient venir de n'importe quelle direction. Mais il se souvint aussi de la plus grande faiblesse des invocateurs. Et en s'approchant de Kilo, il devint certain que la véritable cible était l'invocateur lui-même. Mais avant que l'épée du capitaine n'atteigne Kilo, elle s'arrêta en plein air. Un portail apparut alors. Et avant que le capitaine ne puisse réagir, une main le saisit. Ainsi, il fut fermement tenu. Killis remarqua alors que c'était un bon plan de s'approcher de lui. Mais il se demanda si le capitaine croyait vraiment que ce serait si facile. Sur ce, il laissa la main invoquer l'écraser. Le capitaine hurla alors de douleur et traita Killis de démon pathétique. Pourtant, Killis resta impassible. Alors que le capitaine continuait de crier à l'aide, Killis se tourna sur le côté et vit l'enfant elfe trembler. Voyant cela, il réalisa qu'il effrayait l'enfant, alors il décida de relâcher le capitaine. Suite à cela, l'homme s'effondra au sol. Observant tout cela, Beth ne put que se confirmer que Killis était encore bien trop tendre. Bientôt, le village elfique redevint calme, et les elfes capturés furent enfin libérés. Killis leur dit alors qu'il était en sécurité, mais ils ne le remercièrent que prudemment. Il remarqua aussi que certains elfes évitaient son regard et que d'autres tremblaient. Sur ce, il commença à se demander s'il avait peur de lui.
Comprenant cela, il choisit de partir avec Beth en disant qu'il avait encore d'autres choses à faire. En entendant cela, Beth ne put que soupirer. Après cela, ils se mirent en route pour sortir du village. Cependant, l'enfant elfe les suivit également. Kilis se retourna alors et le remarqua. Il lui demanda donc pourquoi il les suivait, eux qui étaient des personnes dangereuses, et l'exhorta à retourner avant de se perdre. Après cela, ils continuèrent à marcher, mais l'enfant continua de les poursuivre. Kilis se sentit donc mal à l'aise, surtout en remarquant les larmes qui tachaient encore le visage de l'enfant. Il ne put s'empêcher de se voir plus jeune en cet enfant, quelqu'un qui avait autrefois vécu la même situation difficile. Cette prise de conscience le laissa en proie au conflit, et il laissa échapper un soupir. Voyant cela, l'enfant pensa que Kilis le rejetait à nouveau, alors il baissa la tête. Mais Kilis tendit soudainement la main. Immédiatement, l'enfant le suivit, et Kilis lui tint même doucement la main. Beth les observa et se demanda ce que le roi démon dirait de cela. Pendant ce temps, à la capitale, le capitaine arriva et s'approcha du trône. Il se présenta alors comme Quin, un membre de la garde royale. Après quoi, il s'agenouilla pour saluer le roi. Mais le roi rejeta les formalités et le ridiculisa pour avoir échoué à capturer un seul elfe. Quin s'excusa alors et expliqua que d'étranges individus étaient intervenus. Il expliqua également qu'il était probablement des subordonnés du roi démon. En entendant cela, le roi lui ordonna de tuer tous les elfes et de n'en laisser aucun en vie, de peur que des rumeurs sur l'aide du roi démon ne se répandent. Il déclara également qu'il devrait tuer le nouveau roi démon et ordonna à Quin d'invoquer le guerrier de légende. Plus tard, dans un domaine à l'extérieur de la capitale, un homme coupait du bois. Lorsque sa femme l'appela, il se tourna vers elle, mais il vit une autre personne se tenant à ses côtés. Le visiteur informa alors l'homme nommé Trio qu'il était venu lui remettre un ordre. En réponse, Trio s'avança immédiatement. Il lut alors la lettre et apprit qu'on lui ordonnait de mener un raid contre le roi démon. Pendant qu'il lisait, sa femme devenait de plus en plus inquiète. Malgré cela, il prit son arme et l'assura qu'il reviendrait. Après avoir dit cela, il partit et elle ne put que le regarder s'éloigner. Alors qu'elle se tenait là, elle pensait à la facilité avec laquelle il la quittait à chaque fois. Bien qu'elle comprenne le poids de ses responsabilités, elle se demandait s'il était trop égoïste de souhaiter qu'il promette de revenir. Mais tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'espérer pour sa sécurité et de lui souhaiter le meilleur pour son voyage. De retour au château du roi démon, Locke se fit pincer les joues. En observant cela, Kilis pouvait sentir l'aura meurtrière qui émanait de lui après avoir été étiré par l'enfant elfe. Pendant ce temps, Alan demanda à Kilis qui était l'enfant. Kilis expliqua alors que l'enfant avait survécu à l'attaque du village elfe où ses parents étaient morts et qu'il avait fini par l'accompagner. Sur ce, il demanda à Alan de lui permettre de garder l'enfant. Alan soupira alors, mais lui dit tout de même qu'il pouvait le faire si c'était ce qu'il voulait vraiment. Après avoir entendu cela, Kilis le remercia sincèrement. Après quoi, Alan jeta un coup d'œil à l'enfant. L'enfant jouait maintenant joyeusement avec Hibou, et il réalisa que le château serait probablement beaucoup plus bruyant à partir de maintenant. Mais avant qu'il ne puisse terminer cette pensée, quelqu'un l'interpella. Il se tourna alors vers la personne et vit son bras droit, Plama, qui l'informait qu'il avait l'intention de partir maintenant pour la mission qu'il lui avait confiée. Plama expliqua également que la destination était plus éloignée que prévu et que la mission pourrait prendre un certain temps. Les autres écoutèrent nerveusement tandis que Alan acceptait le plan de Plama et lui disait de bien s'en occuper. Après avoir entendu cela, Plama confirma ses instructions et disparut immédiatement. Malgré tout, Alan se sentit un peu mal à l'aise de lui avoir demandé une telle faveur, mais il ne pouvait qu'espérer que Plama s'acquitterait bien de la tâche. Pendant ce temps, Trio, le guerrier légendaire, était connu pour sa grande force, mais il vivait caché car ce rôle ne lui convenait pas. Par conséquent, il n'apparaissait que lorsqu'on avait vraiment besoin de lui et lorsqu'il était convoqué par le roi. Après avoir reçu l'ordre, il se précipita vers la capitale où de nombreux aventuriers s'étaient rassemblés. Il annonça alors qu'il choisirait des membres pour se joindre à la mission contre le roi démon. Il déclara également que ne pas se mettre en travers de son chemin serait plus que suffisant. Sachant qu'il se dirigerait directement vers le château du roi démon, il décida de choisir d'abord le soigneur qui pourrait le soutenir correctement. Alors que Trio examinait la foule, son attention fut attirée par une fille aux cheveux roses. Après tout, elle était entourée d'une aura immense et indubitable. Sachant cela, il la choisit immédiatement comme soigneuse. Ensuite, il sélectionna plusieurs autres membres comme l'homme aux cheveux longs, un chevalier, un autre guerrier et 3 aventuriers supplémentaires. Une fois le groupe au complet, il annonça qu'il partirait demain, et que les récompenses seraient doublées en cas de succès. Cependant, l'un des aventuriers s'avança et l'exhorta à attendre. L'archer se déclara alors le plus renommé de la région et demanda pourquoi il n'avait pas été choisi. Il remit également en question le droit de Trio de choisir les membres et se demanda comment quelqu'un avec une vieille hache pouvait être le guerrier de légende. En entendant cela, Trio resta silencieux. Il leva alors simplement sa hache vers l'archer. Interprétant mal le geste, l'archer supposa que Trio voulait le combattre, mais Trio lui ordonna de ne pas bouger. Confus, l'archer hésita. Ignorant la confusion de l'archer,
Trio inspira profondément et rassembla toute sa force dans son arme. Il balança ensuite la hache vers l'avant avec une force écrasante. L'impact créa alors une onde de choc assez puissante pour repousser la fille aux cheveux roses et les aventuriers environnants. Le coup déchira le mur du bâtiment et continua vers l'extérieur. Après cela, l'archer resta figé en voyant les murs derrière lui nettement fendus en deux. En se retournant, il réalisa que même les planchers avaient été tranchés. Et au-delà du bâtiment, le terrain extérieur avait été creusé. De plus, le coup avait même fendu une montagne lointaine en deux. Voyant cela, la fille aux cheveux roses regarda, incrédule. Tout comme elle, les autres furent choqués à la vue de la montagne fendue. Alors que l'archer commençait à trembler, Trio lui dit que même une telle puissance écrasante était presque inutile à l'intérieur du château du roi démon. Après tout, le château était leur demeure close, remplie de pièges et de magie imprévisible. Donc dans un tel endroit, les archers n'étaient que des fardeaux et la force brute était l'avantage le plus fiable. Ainsi, en ce qui concerne la force, Trio seul était plus que suffisant. Sur ce, il se tourna pour partir. Cependant, la fille aux cheveux roses se précipita derrière lui, alors il s'arrêta et lui fit face. Sur ce, elle demanda immédiatement s'il était vraiment le guerrier de légende. Pendant ce temps, au château du roi démon, Hibou appela précipitamment Alan. Il l'informa alors qu'il avait un problème car le guerrier de légende avait été envoyé pour les attaquer. En entendant le titre, Alan le trouva impressionnant, mais Locke dit que les grands titres cachaient souvent une force moindre. Cependant, Hibou révéla que le guerrier avait fendu une montagne en deux, ce qui signifie qu'il était bien plus fort que prévu. Dès que Locke entendit qu'une montagne avait été fendue, il devint intéressé. Il demanda donc à Alan de le laisser s'occuper du guerrier de légende. En entendant cela, Alan resta silencieux un moment, mais voyant à quel point Locke était impatient, il accepta finalement et lui rappela de gérer la menace discrètement. Après avoir entendu cela, Locke s'inclina et accepta l'ordre. Après cela, il partit immédiatement. Cependant, Hibou ne put s'empêcher d'imaginer comment Locke comptait gérer discrètement un adversaire aussi puissant. En y pensant, il trouva cela étrange. Plus tard, à l'auberge où séjournaient les guerriers choisis, la fille aux cheveux roses dormait paisiblement. Soudain, un éclat de lumière traversa son visage. Elle se redressa donc et remarqua que la lumière venait de la fenêtre. Curieuse, elle s'en approcha pour voir ce qui se passait au milieu de la nuit. Mais quand elle regarda dehors, elle fut choquée. Un trou immense était apparu, et à l'intérieur se tenait quelqu'un faisant face à Trio. Pendant ce temps, Trio dit à Locke que son arrivée était inattendue. En réponse, Locke expliqua qu'on lui avait ordonné de s'occuper de lui discrètement. En entendant cela, Trio apprécia que personne d'autre n'ait été blessé jusqu'à présent, mais Locke rejeta toute prétention de politesse. Sur ce, il se concentra intensément sur Trio. À cet instant, il sentit l'aura écrasante entourant le guerrier de légende, et ressentit une vague d'excitation à l'idée de le combattre. Trio serra alors le manche de sa hache et pressa Locke de l'attaquer. Immédiatement, les deux silhouettes disparurent de la vue alors que leur mouvement les lançait au combat. Locke leva alors la main et invoqua son arme. Il la saisit fermement et se heurta à la hache de Trio, mais Trio changea rapidement son arme de main et lança une attaque rapide. Voyant cela, Locke invoqua un autre objet, qui se transforma en bouclier. Ainsi, cela lui permit de bloquer le coup. Cependant, l'impact l'a forcé à reculer. À cet instant, il a réalisé que Trio possédait une puissance bien au-delà de celle d'un humain ordinaire. Pendant ce temps, Trio n'a pas perdu de temps et a de nouveau chargé. Alors Locke a hésité un bref instant. Pourtant, il a réussi à dévier l'attaque d'un puissant coup de pied, ce qui a forcé Trio à lâcher sa hache. En conséquence, l'arme est tombée au sol, mais aucun des deux n'a ralenti. Locke s'est précipité en avant avec son poing, et Trio a imité le mouvement. Leurs coups de poing se sont heurtés, mais la force de Trio a prévalu, envoyant Locke voler en arrière. Malgré le coup, Trio a refusé de céder et a de nouveau chargé vers Locke. Mais Locke continuait de sourire. Il a ensuite soulevé une énorme portion du sol et a utilisé sa force considérable. Après cela, il a lancé l'énorme rocher sur Trio. Trio s'est alors préparé et a serré le poing. Sans hésitation, il a frappé le rocher avec une puissance phénoménale, et le rocher a été ébranlé. Après quoi, des fissures se sont rapidement propagées sur sa surface. Alors que les morceaux brisés tombaient, Locke a émergé de derrière eux. Il a alors visé son prochain coup en disant que c'était un combat plutôt amusant. Mais cette fois, il s'est préparé à porter un coup assez puissant pour endormir Trio. Cependant, Trio a remarqué le poing de Locke qui approchait, alors il l'a rapidement esquivé. Il a alors immédiatement préparé son propre coup et a porté un puissant coup sur le flanc de Locke. L'impact a fait jaillir du sang de la bouche de Locke et l'a envoyé voler dans les airs. Malgré tout, il a réussi à déployer ses ailes juste à temps et à stopper sa chute. Avec une force renouvelée, il a de nouveau plongé vers le bas. En descendant, il a levé sa jambe pour frapper Trio. Grâce à sa détermination, le coup de pied a atterri avec une puissance phénoménale mais a été bloqué par le bras de Trio. Malgré tout, le sol sous eux s'est fissuré sous la force de l'impact. Malgré cela, Trio est resté indemne. Voyant cela,
Locke a été choqué et cesse de demander ce qui se passait avec le corps de Trio. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, sa vision cesse de brouiller. Trio avait attrapé sa jambe et a commencé à tourner. D'un mouvement puissant, Trio a projeté Locke de l'autre côté, l'envoyant à nouveau voler et s'écraser contre un énorme rocher. À cause de cela, la fumée et les débris ont rempli l'air, mais Locke en a émergé et cesse de nouveau précipité en avant. Il a visé Trio et a envoyé une série de coups de poing rapides vers lui, qui a bloqué chacun d'eux avec ses bras. Pendant cet échange, Locke a admis silencieusement que la force brute ne suffirait pas, et qu'il devait donc compter sur des enchaînements et sa vitesse. Cependant, Trio est resté entièrement concentré. Soudain, il a disparu et est réapparu derrière Locke. Locke a été surpris par cela et ne savait pas quand Trio avait bien pu bouger. Il a alors tenté un autre coup de poing, mais Trio l'a arrêté en lui attrapant la main. Trio a alors commenté qu'il trouvait cela étrange, car Locke possédait la capacité de créer des armes, mais qu'il se battait uniquement avec ses poings depuis qu'il avait perdu sa hache. Locke a alors insisté sur le fait qu'il voulait simplement un combat à main nue parce que Trio n'avait pas d'armes. Mais Trio a douté de lui et lui a demandé s'il le sous-estimait. Locke a alors rapidement reculé et a mis de la distance entre eux. Soudain, Trio a admis que perdre son arme était son erreur dans un combat à mort et a récupéré sa hache. Ce faisant, il a exhorté Locke à tout donner et a promis de faire de même. Bien qu'initialement surpris, Locke a fermé les yeux un instant et a accepté le défi. Il a alors créé une autre arme sur le champ et a de nouveau révélé ses ailes. En même temps, il a pensé que cela pourrait bien être la fin pour lui. Pendant ce temps, Trio a commencé à l'évaluer attentivement. Il a vu que la posture de Locke était devenue ferme et équilibrée, adaptée à la fois à la défense et à l'attaque. De plus, il a également compris exactement ce que cela signifiait. Reconnaissant la résolution de Locke, son expression est devenue aussi sérieuse que le moment l'exigeait. Locke a alors chargé à toute vitesse, alors Trio s'est préparé et s'est mis en position pour riposter. Immédiatement, Locke a balancé son épée en avant de toutes ses forces, alors Trio a riposté. Leurs armes se sont alors rencontrées au milieu. Et quand elles sont entrées en collision, cela a libéré une explosion de lumière aveuglante qui a rempli les environs. Quand la lumière s'est finalement estompée, la fumée recouvrait la zone. Alors qu'elle se dissipait, la hache de Trio est apparue, mais une longue fissure s'est soudainement formée sur sa surface. En voyant sa hache s'effriter, Trio n'a montré aucune surprise. Au lieu de cela, il a regardé la silhouette qui se tenait devant lui et a fait remarquer qu'il était impressionnant que Locke ait réussi à briser sa hache. Mais Locke s'est contenté de jurer en réponse. Même s'il était mal en point et épuisé, il a averti Trio de ne pas prendre la grosse tête. Cependant, Trio a dit que Locke aurait pu avoir une chance s'il avait accepté leurs différences et utilisé son arme correctement. Sur ce, il a traité Locke d'imprude et d'idiot. Pourtant, Locke a insisté sur le contraire et a déclaré que même dans un autre combat, il ferait les mêmes choix. Après avoir dit cela, il a alors exhorté Trio à l'achever. En entendant cela, Trio l'a regardé fixement. Après cela, il s'est préparé à frapper. Alors Locke a baissé la tête en s'excusant silencieusement auprès du roi démon. Mais lorsque le coup a atterri, Trio a fait remarquer qu'il savait déjà que Locke dirait quelque chose comme ça. En entendant cela, Locke était confus. Trio a alors expliqué que sa mission était de tuer le roi démon et non lui. Mais Locke l'a traité d'idiot et s'est exclamé qu'il pouvait simplement se relever et le tuer. En entendant cela, Trio a seulement soupiré et l'a qualifié de chevalier. Mais Locke était déconcerté par cela. Trio a donc expliqué qu'un chevalier est loyal envers son chef, destiné à mourir pour ses convictions, et choisit la mort plutôt que la défaite. Locke a alors écouté Trio expliquer qu'il avait déjà admis sa défaite et que, par conséquent, il n'attaquerait plus. Il avait également remarqué la posture et les manières de Locke plus tôt, il a donc immédiatement reconnu qu'il était un fier chevalier. Plus tard, au château du roi démon, Locke a défoncé la porte. Hibou s'est alors précipité vers lui et a demandé ce qui s'était passé. Mais en voyant son état, il a insisté sur le fait qu'il avait besoin de soins. Cependant, Locke les a ignorés et s'est dirigé droit vers Alan. Sans hésitation, il s'est agenouillé devant lui. Il a alors déclaré qu'il avait perdu en tant que chevalier et qu'il devait quitter le château du roi démon pour un temps. En entendant cela, Alan a été visiblement surpris, mais il a vu les yeux et l'expression déterminée de Locke, alors il lui a accordé la permission. Après avoir entendu cela, Locke l'a remercié sincèrement. Après cela, il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Après sa disparition, Hibou s'est demandé ce qui s'était passé, mais il a été interrompu par l'enfant elfe qui pleurait le départ de Locke. Hibou a donc ordonné à la hâte à l'enfant de se taire malgré l'insistance de ce dernier. Pendant ce temps, Killis a réfléchi que le Locke qu'il connaissait préférerait mourir plutôt que d'admettre sa défaite. Mais Beth a conclu que Locke avait été complètement vaincu et épargné uniquement parce qu'il ne représentait plus une menace. En pensant à cela, ils se sont tournés vers Alan, mais il était également stressé et a fait remarquer que quelqu'un de vraiment redoutable arrivait. Dehors, Locke serrait le poing, et il tremblait de colère. Pourtant, il ne pouvait qu'accepter son sort. Plus tôt, Trio lui avait demandé une seule faveur. Il lui a dit que Locke était déjà mort pour lui.
Il a donc ordonné à Locke de quitter immédiatement le château du roi démon, ce qui l'a choqué. Trio s'est alors approché de lui et lui a dit que s'il n'aimait pas cet ordre, il pouvait mettre sa fierté de côté et le tuer sur le champ. En entendant cela, Locke l'a regardé avec surprise, mais Trio a simplement souri. Pendant ce temps, Alan a réalisé que cette bataille serait bientôt la sienne. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.